Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. On est très content de vous retrouver pour ce nouveau mercredi des sciences. Aujourd'hui, je suis en compagnie donc de Stéphane Frey, qui est éditeur de SVT chez Belin Éducation, et Samuel Rébulard, qui est agronome naturaliste. Il enseigne à l'université de Paris-Saclay, et là, il est installé dans les bureaux de l'université de Jussieu. Et on est très très content d'accueillir ce soir Geneviève Herry Arnaud, qui est professeure des universités. Elle dirige le groupe Microbiota au sein d'une unité de recherche INSERM à Brest. Et donc, elle est à l'hôpital de Brest aujourd'hui. Elle va nous parler du microbiote intestinal à travers trois grandes questions, mais je ne vous dévoile pas plus pour pas vous gâcher la surprise. Sa présentation va durer environ 30 minutes et ensuite on aura quelques instants, quelques minutes pour vos questions. Donc, si vous voulez envoyer vos questions ou vos partages d'expérience, vous pouvez le faire pendant toute la durée du webinaire avec les outils en bas de votre écran. Donc, soit l'outil questions et réponses, soit le chat. N'hésitez pas à les utiliser et on essaiera de répondre à un maximum de questions à la fin. Et juste avant de lui laisser la parole, je voudrais vous montrer le manuel numérique max de SVT de seconde, parce qu'il y a un chapitre du coup qui se rapporte au sujet d'aujourd'hui. Donc, je vous montre rapidement. Caroline, je peux faire une petite précision Oui, en disant que Samuel, en plus de ses titres scientifiques, est auteur puis directeur d'ouvrages d'Emmanuel SVT Belin depuis maintenant c'est 2010. vrai. Un très beau palmarès du coup. Si vous me voyez tourner la tête, c'est que j'ai un deuxième écran. Donc, pour vous montrer un petit peu, le manuel numérique max, c'est un manuel granulaire. Ça veut dire que, contrairement à un manuel papier, là, vous allez voir ressource par ressource. Et vous allez avoir plein de fonctionnalités sur chaque ressource. Des fonctionnalités pour partager des ressources, pour envoyer des exercices à vos élèves, pour aller voir si vos élèves ont complété ou pas les exercices. Vous allez aussi pouvoir vidéo projeter, adapter aussi si vous avez dans votre classe des élèves qui ont par exemple des troubles 10, vous allez avoir une police 10, etc., etc. Euh, mais si la version granulaire vous convient pas toujours, vous avez un bouton en fait en haut pour toujours pour repasser à n'importe quel moment en vue page. Donc là, comme un livre papier. Donc ça peut être assez pratique, sachant que quand vous alternez entre les deux, il n'y a pas de, vous perdez pas l'endroit où vous êtes. Il y a plein d'autres fonctionnalités, je ne vais pas tout vous montrer, c'est juste un petit aperçu. Mais donc dans la recherche, c'est là où vous allez pouvoir retrouver facilement les diaporamas des mercredis des sciences en choisissant le type de contenu, le thème, etc. Donc si vous êtes intéressé, bah, je vous invite à aller faire un tour, à le tester. Il y a des choses que vous pouvez essayer en allant sur le lien que je vous ai mis dans la discussion. Et bien sûr, le webinaire d'aujourd'hui va être enregistré, donc vous allez pouvoir retrouver le replay sur notre site et sur notre chaîne YouTube. Donc là, n'hésitez pas à le faire passer à vos collègues qui peuvent être intéressés. Et voilà, je ne prends pas plus de temps et je laisse la parole à Geneviève Herry et Arnaud. Et un grand merci pour l'invitation. Je suis très heureuse. C'est vrai que c'est la première fois, je pense, que je vais faire ce type de webinaire auprès de professeurs de SVT. Donc, il ne faudra pas hésiter à me poser des questions à la fin. J'espère que, en tout cas, ça va vous intéresser, que vous allez apprendre des choses. Comme ça a été précisé aimablement dans l'introduction, moi, je suis hospitalo-universitaire. Je travaille dans un hôpital et c'est vrai que mon propos s'intéressera essentiellement en fait à l'intérêt du microbiote intestinal dans la santé en médecine humaine. Et donc, je vais essayer d'adresser trois grands questionnements. D'abord, comment est-ce que ces bactéries qu'on retrouve dans l'intestin vont influencer notre santé? Donc déjà, se poser la question de combien sont-elles, puisqu'on parle tout le temps de quantité faramineuse de bactéries, donc ça va être l'occasion de remettre des chiffres sur ça. Qui sont-elles? Et puis surtout, que font-elles? Et donc, on abordera les questions des fonctions portées par le microbiote intestinal. Ensuite, nous allons voir ensemble comment est-ce que les perturbations de ce microbiote intestinal sont associées à des pathologies chroniques, voire
est-ce qu'elles sont elles-mêmes finalement à l'origine de ces pathologies chroniques? Et puis, nous interrogerons aussi de savoir quels sont les facteurs qui peuvent venir perturber le microbiote intestinal et quelles sont les données scientifiques et médicales dont on dispose à l'heure actuelle. Et puis enfin, ça c'est le dernier volet qui intéresse tout particulièrement à la médecine, c'est d'aller essayer de rectifier un microbiote qui serait dysbiotique. Donc j'introduis déjà un premier mot et donc essayer de moduler ce microbiote. Et donc à l'heure actuelle, on a déjà des pathologies qui sont prises en charge en thérapie basées sur le microbiote. Et donc je vous donnerai un aperçu de ces thérapies qui sont déjà, d'ores et déjà, dans notre arsenal thérapeutique à l'hôpital. Donc, juste un petit bref rappel historique, mais j'aime souvent rappeler que ma discipline, la bactériologie, elle est née au XVIIe siècle, donc c'est une vieille dame, et elle est née grâce à une technique, une technologie qui s'appelle le microscope, qui a été inventé par Anthony von Leeuwenhoek à la fin du XVIIe siècle. Et en fait, ben, il a été le premier à observer des petits microbes. Alors, il appelait ça à l'époque des petits animaux, des animalcules. Et en fait, il a fallu attendre le 19e siècle pour qu'on parle véritablement de microbes, qui signifie petite vie, comme vous le savez certainement. Et cette appellation, on la doit en fait à un Français qui était chirurgien, Charles-Emmanuel Sédillot. Mais à l'époque, l'étendue de la science permettait aisément de passer de la chirurgie à la bactériologie. Donc ça, c'était le 17e siècle, le microbe était né. Et puis, bien, finalement, 21e siècle, notre siècle, nouvelle invention technologique qui fait qu'on a changé aussi de vocabulaire, mais finalement on parle de la même chose. On parle maintenant de microbiote et ou de microbiome, et ça on la doit à une nouvelle invention qui s'appelle le séquençage au débit. Et à l'heure actuelle, on a des petits appareils, comme vous voyez sur la photo, qui sont pas plus grands qu'une clé USB et qui nous permettent de séquencer les microbiomes dans différents types de prélèvements. Donc on est vraiment rentré dans l'ère de la génomique et avant la microbiologie, ben, c'était les généticiens finalement qui sont rentrés les premiers dans cette ère du séquençage haut débit. Et donc, vous voyez, un petit rappel, je trouve que c'est assez intéressant de voir comment la technologie nous permet enfin, nous permet de progresser en sciences et en médecine. Donc, dans les années 90, le challenge était d'être capable de séquencer le génome humain, et c'est 3 milliards de paires de bases. Et donc, il y avait une première technologie qui a été inventée, la technologie, le séquençage de Sanger. Et en fait, à cette époque, avec cette technologie, eh bien, le premier génome humain, il a fallu en fait attendre 13 ans pour arriver jusqu'au bout de son séquençage de ces 3 milliards de paires de bases. Et ça a coûté aux Américains 3 milliards de dollars. Donc, à ce rythme-là, effectivement, à l'époque, on s'est dit, c'est pas possible, il faut qu'on trouve une autre technologie. Et c'est comme ça que, notamment, une société américaine, pour ne pas la nommer Illumina, a mis en point un séquençage que l'on qualifie de haut débit, qui permet de paralléliser finalement le séquençage. Et vous voyez, dès 2015, ils avaient obtenu la possibilité de séquencer un génome humain en 3 jours et seulement pour 1 000 dollars. Et donc, grâce à ça, on voit sur cette courbe finalement le coût du séquençage qui a énormément diminué, ce qui a ouvert la porte finalement à nous microbiologistes aussi. On s'est emparé de ces techniques de séquençage et notre monde a complètement changé. Comme l'avait dit Karl Popper il y a quelques années, la technologie modifie les prospectives scientifiques, et c'est complètement vrai pour mon domaine, la microbiologie, puisque finalement la microbiologie, pendant des années, s'était focalisée sur la partie émergée de l'iceberg. On s'intéressait essentiellement aux pathogènes. Alors à juste titre, hein, il y avait des grandes épidémies, mais en fait les pathogènes, ça représente une infinité du monde microbien. 1%, c'est probablement surestimé. Moi, je dirais, après un bref calcul, je dirais qu'on est plus proche des 0,01% du monde microbien. Et donc c'est grâce à cette technologie basée sur le génome bactérien qu'on a pu découvrir la partie immergée de l'iceberg, cette majorité invisible, et qui a valu le titre d'une couverture de la grande revue Nature qui a titré Notre autre génome, sous-entendu le microbiome humain. Donc voilà, ce qui nous a permis de changer de paradigme. Et donc, pendant
on va dire, 2 siècles, 19e siècle et 20e siècle, on parlait du microbe avec un sens très péjoratif, c'était l'ennemi à abattre. Effectivement, on a connu des grandes épidémies, des grandes pandémies, avant même le Covid, hein, la peste, le choléra, le charbon, j'en passe, et des meilleurs. Et donc actuellement, c'est vrai qu'au 21e siècle, on peut voir les microbes sous un autre jour, plutôt sous un angle de micro-organismes qui nous veulent du bien. Et vous me pardonnerez ce petit placement de produit. Alors, derrière ça, il y a eu, derrière ce bond technologique, finalement, il y a eu un véritable engouement scientifique. C'est quelque chose d'assez exceptionnel, je trouve. Ça fait date, hein, dans l'histoire des sciences et de la médecine. Une façon de mesurer les choses, c'est d'aller sur un moteur de recherche qu'on utilise beaucoup en médecine, qui s'appelle PubMed, en tapant des mots-clés. Et donc là, j'ai fait l'expérience ce matin même. Human Microbiome, eh bien, vous voyez, ça vous sort plus de 169 000 articles scientifiques uniquement dédié à l'étude du microbiote en santé humaine. Et vous voyez, cette courbe, donc, elle est vraiment exponentielle. Elle a démarré dans les années 2008, tout simplement parce qu'en fait, à l'époque, on a commencé à mettre des financements dans les projets de recherche s'intéressant à ce qu'on appelait autrefois la flore intestinale. Donc, il y a eu un projet américain, le Human Microbiome Project. Les Européens ne sont pas restés en reste avec un projet Métaïd, dans lequel l'INRAE était aussi partie prenante. Et vous voyez, ben, on peut avoir la nostalgie en voyant cette photo. Barack Obama, dans son dernier mandat, avait mis un demi-milliard de dollars uniquement sur l'étude du microbiote en pathologie humaine. Donc avec l'idée aussi que derrière, vous voyez, ces The Economist, hein, qui titraient Microbes Make Us Man, derrière, il y a aussi une notion économique qui est non négligeable derrière cette entité du microbiote. Et puis, dernière initiative, un petit cocorico qu'on doit à l'INRAE, tout un groupe de partenaires qui a lancé récemment le French Gut, avec l'idée de cartographier chez 100 000 Français le microbiote intestinal. Donc là, c'est un énorme programme, mais qui sera certainement dans les années riche de plein d'enseignements. Donc, pour une fois passé cette grande introduction, allez, rentrons un petit peu dans les chiffres. Donc, on va parler d'hommes microbiens. Et c'est vrai qu'au tout début de cette description du microbiote intestinal, on s'est un petit peu emballé, comme on le voit sur ce poster qui caricaturait un petit peu les choses, qui nous présentait, nous, espèces humaines, comme une espèce essentiellement microbienne, en disant, en fait, on est une simple grande boîte de pétri avec juste une paire de baskets. Au final, donc on a beaucoup exagéré les choses, hein. On disait il y a une cellule humaine pour 10 bactéries. En fait, il se trouve que effectivement, on a énormément de bactéries au sein de notre écosystème intérieur. On est de l'ordre de 3, 10 puissance 13 bactéries. Donc, quand on parle en chiffres, ça fait 30 000 milliards de bactéries. Mais il se trouve que ces 30 000 milliards de bactéries, c'est à peu près l'équivalent que l'on a aussi en cellules humaines. Donc finalement, c'est pas 10 pour 1, c'est plus un ratio qui serait proche de 1,3, on peut dire 1. Donc en gros, on est fait vraiment pour moitié de bactéries et pour moitié de cellules humaines. Donc pour reprendre une phrase de Philippe Sansonetti que j'aime bien, Homo sapiens, c'est vraiment une espèce hybride. Et c'est vrai que eh bien, pendant des siècles, finalement, la médecine humaine a totalement négligé la moitié de nous-mêmes. Alors voyons quels sont ces micro-organismes qui habitent notre niche intestinale. Alors en termes juste quelques chiffres, en termes de... Alors ça a son poids, le microbiote. Alors en termes de masse, on estime qu'il y a à peu près 2 kilos de microbiote. C'est peut-être un peu exagéré. Certains auteurs s'avancent plutôt sur 1 kilo ou un peu moins d'1 kilo, mais c'est à mettre en regard de la masse d'un corps humain. Et donc, vous voyez les chiffres, hein, à peu près 10 puissance 13 de part et d'autre. Et ce qui est intéressant, je trouve, dans ces diapos, c'est de montrer que ce ratio, eh bien, il pèse très lourd dès lors que l'on s'intéresse au génome, puisque finalement, l'ensemble des microbiomes humains au niveau intestinal, on va parler de métagénome, représente l'équivalent de 25 génomes humains. Donc ça vous laisse imaginer le travail simplement de description qui nous reste à mener. Alors après, ce travail de description, il est encore faisable quand il s'agit d'un individu, mais il devient encore plus complexe dès lors qu'on veut commencer à bien décrire le microbiome intestinal dans l'espèce humaine, puisqu'en fait, on constate qu'il y a une immense biodiversité. Donc ça, c'est un premier point. Et un deuxième point, il y a une énorme variabilité interindividuelle. Et ça fait vraiment partie des défis auxquels on doit faire face tous les jours. On voit très bien
sur ce graphique, vous voyez, vous avez simplement la description du microbiote intestinal au niveau d'un haut rang taxonomique qu'on appelle le phylum. Et donc, vous avez différents phyla qui constituent le microbiote intestinal. Les deux principaux étant les Firmicutes, qui sont en gros des cocci à grammes positifs, et les Bacteroidetes, qui sont des bacilles à grammes négatifs anaérobie stricte. Comme vous le savez, notre flore intestinale est faite essentiellement de bactéries anaérobie strictes qui sont tuées par l'oxygène. Alors, juste pour le signaler, si vous lisez des publications, vous verrez maintenant des nouveaux noms apparaître. Les Firmicutes, on les appelle maintenant des Bacillota et les Bacteroidetes, on les appelle des Bacteroidota. Mais en fait, on parle de la même chose. C'est simplement nos amis taxonomistes qui ont un petit peu changé les choses. Et donc, ça, c'est uniquement les bactéries. Alors, moi, je suis bactériologue, donc je vais vous parler que de bactéries. Mais je voulais quand même vous rappeler, mais vous le savez certainement, que dans le microbiote intestinal, il y a également des champignons mécromycètes, des fongies. On va retrouver beaucoup de virus, mais des virus sous la forme de phages, donc de bactériophages, des virus de bactéries. Et on retrouve également la troisième branche du vivant qu'on appelle les archées. Donc, on estime que par individu, il y a plus de 1000 taxons bactériens. Et quand on fait la comparaison entre les individus, on va quand même être capable de décrire un cœur microbiote, c'est-à-dire des taxons qui sont communs à tout le monde, et puis des taxons qui vont varier d'un individu à l'autre. On va parler de microbiote accessoire. Et c'est pour ça qu'on a énormément de variabilité interindividuelle. C'est qu'en fait, on a toute une partie accessoire qui est propre à chaque individu. Donc, chaque individu a son propre microbiote. Alors, il a bien fallu simplifier un petit peu les choses pour faire des recherches sur le microbiote intestinal. Et il y a maintenant plus de 10 ans, il y a des chercheurs qui font surtout de la bioinformatique, qui ont mis au point des algorithmes de manière à essayer de simplifier la complexité et qui ont décrit ce qu'on appelle des entérotypes. Donc, c'est des types de microbiotes particuliers qui sont en fait qui ont certains points communs et notamment qui sont dirigés par des genres bactériens prédominants. On a ainsi l'entérotype de type Bacteroides, l'entérotype de type Ruminococcus et l'entérotype de type Prevotella. Donc c'est une façon, comme le dit joliment cet article, de diviser par le langage, mais uni par son microbiote intestinal. Et finalement, on s'est aperçu, quand on a échantillonné les sujets sur l'ensemble du globe terrestre, on s'est aperçu qu'il y avait en fait trois entérotypes. Et donc, en fait, ces entérotypes n'étaient pas liés forcément aux zones où habitaient les gens, mais plutôt à leur régime alimentaire. Et donc, ça fait partie des grandes publications qui ont directement corrélé la nutrition, le régime alimentaire avec le microbiote intestinal. Et donc, on a vu ainsi que les Américains amateurs de boissons très sucrées, gazeuses et puis de hamburgers, donc un régime très gras, étaient plutôt de l'entérotype Bacteroides, alors que, comme ces cueilleurs-chasseurs, on voit ici un magnifique membre de la tribu des Yanomami au Venezuela, eh bien, eux, ils sont plutôt sur un entérotype de Prevotella. Donc là, les premières données très intéressantes qui commencent à dater. Donc, ce que je vous disais, on peut avoir un petit peu le vertige quand on regarde la diversité microbienne du microbiote intestinal. Et les premiers travaux, on se sont surtout appuyés sur des travaux de taxonomie qui étaient en fait basés sur un séquençage d'un gène universel qui est chez toutes les bactéries, qu'on appelle le gène 16S. Donc, on parle de technique de métabarcoding. Et vous voyez sur ce graphique, on a l'impression que ça varie. Enfin, c'est pas qu'on a l'impression, c'est que ça varie. Simplement au niveau des phyla, ça varie énormément d'un individu à l'autre. En revanche, actuellement, on va plutôt sur des nouvelles techniques, on appelle des techniques de shotgun métagénomique, où là, au lieu de séquencer un seul gène, on va séquencer l'entièreté du génome. Et en fait, on a accès aux fonctions du microbiote. Et quand on passe de la taxonomie à la fonction, pour des mêmes individus, là, on voit que finalement, il y a une certaine stabilité dans les fonctions assurées par le microbiote intestinal. Et ça s'explique tout simplement par le fait que des bactéries d'espèces différentes vont remplir les mêmes fonctions, ce qui donne une certaine stabilité dans son fonctionnement, dans le fonctionnement du microbiote intestinal et qui est effectivement quelque chose d'important pour la bonne physiologie de l'organisme. Alors justement, voyons un peu les fonctions qui sont portées par le microbiote. Donc vous voyez, on a opéré
une mutation. On est passé du taxon bactérien à ce que produit son taxon, donc à ce qu'on appelle ses métabolites, et l'ensemble des métabolites du microbiote intestinal, eh bien, ça s'appelle le métabolome. Alors, je ne vais pas vous faire l'exégèse de tous les métabolites qui sont produits par le microbiote intestinal, mais juste à travers cette liste, en fait, on se rend compte que les bactéries intestinales, par les métabolites qu'elles produisent, par les enzymes qu'elles portent, remplissent des fonctions absolument essentielles à la santé en médecine humaine. Alors, quelques données sur les principaux métabolites d'intérêt. On parle actuellement beaucoup de short chain fast acid, donc c'est SCFA en français, c'est les acides gras à chaîne courte avec par exemple le butyrate, le propionate, les acétates. On a également les catabolites du tryptophane, le TMAO. Donc tout ça, ce sont des métabolites qui sont extrêmement importants parce qu'en fait, ils servent de langage avec le système immunitaire et ils vont conditionner la maturation du système immunitaire, en particulier durant les premières semaines et les premiers mois et années de vie. C'est vraiment des métabolites essentiels à la maturation du système immunitaire, notamment à ce qu'on appelle l'immunotolérance, puisqu'ils vont favoriser l'arrivée de lymphocytes T régulateurs qui empêchent finalement que notre système immunitaire ne réagisse, ne surréagisse au moindre antigène qui passe par là. Alors au final, on arrive finalement à une vision complètement nouvelle en médecine, puisque la médecine est quand même assez cloisonnée, en tout cas la médecine dans nos pays occidentaux, on voit organe par organe, et enfin on va se rendre compte avec ce schéma que le microbiote invite une nouvelle médecine, puisque donc ce QG qui est le microbiote intestinal, il va rentrer à travers ses métabolites, il va accomplir d'énormes fonctions. Donc la première grande fonction qu'on connaît depuis longtemps, c'est la fonction de digestion et de manière générale, il va jouer dans tout le métabolisme, à la fois par sa capacité à générer des nouvelles vitamines et à digérer en particulier les fibres. Deuxième grande fonction essentielle en physiologie humaine, c'est l'effet barrière, hein. Et donc, c'est-à-dire que le microbiote intestinal, en étant là, en occupant le terrain de la muqueuse intestinale, va empêcher les pathogènes de s'installer, que ce soit des pathogènes bactériens, parasites ou même des virus. Troisième grande fonction, mais j'ai déjà commencé à l'aborder, c'est la fonction immunitaire. Le microbiote va conditionner le bon développement de notre système immunitaire et également sa bonne maturation. Et puis, on voit aussi apparaître une nouvelle notion absolument essentielle qui est cette notion de communication. On se rend compte que les bactéries du microbiote intestinal vont produire des métabolites qui vont agir à distance. Donc, on va ainsi parler de l'axe intestin-cerveau, de l'axe intestin-pulmonaire, de l'axe intestin-peau, mais je pourrais décliner finalement tous les organes comme ça de l'organisme qui vont être soumis à l'influence en fait du microbiote intestinal à travers les métabolites qui passent la barrière intestinale, qui profitent de la circulation sanguine ou lymphatique pour pouvoir aller agir à distance. Alors ça, c'est quand dans un monde merveilleux, quand tout va bien, mais on a souvent et malheureusement des fois des déséquilibres qui vont se provoquer. Donc on va parler à ce moment-là de dysbiose intestinale. Donc c'est simplement un concept qui nous permet de dire que l'on va trouver une rupture dans ce bon équilibre avec en particulier une perte de la biodiversité. Et quand on commence à regarder ça, finalement, on peut commencer à tirer le fil de toutes les grandes pathologies, puisque quand le microbiote, certes, est un atout santé, quand il est malade, eh bien là, on va commencer à décliner toutes les pathologies. Donc, vous avez toutes les pathologies, qu'elles soient cardiovasculaires, qu'elles soient cutanées, qu'elles soient les désordres métaboliques. L'axe aussi intestin-poumon permet d'expliquer pourquoi certaines dysbioses intestinales vont avoir un retentissement sur les maladies respiratoires. Et également, l'axe intestin-cerveau permet on commence à corréler finalement la dysbiose intestinale avec de grandes pathologies. Donc, je ne peux pas prendre tous les exemples. C'est vraiment ce serait un petit peu la liste serait trop longue, mais toujours est-il que quand on regarde les travaux, dès lors que l'on prend un groupe de sujets sains
et que l'on compare son microbiote avec un groupe de sujets atteints d'une pathologie, des patients qui seraient appariés sur l'âge et sur le sexe, on voit qu'il y a des dysbioses, donc des modifications du microbiote intestinal dans la pathologie, dans le groupe de patients qui est étudié. Donc, fort de ça, on aurait envie de se dire, mais peut-être que le microbiote intestinal est un nouvel outil pour typer, pour faire du diagnostic, donc de passer les patients au germoscope. Donc ça, pour l'instant, ce n'est pas mûr. Je vais juste vous dire un petit mot, mais ça, c'est vrai que c'est un sujet qui me tient à cœur. Autant en recherche clinique, quand on étudie des ensembles de groupes de patients qui sont extrêmement bien standardisés, on voit des corrélations très intéressantes. Autant à l'heure actuelle, les tests microbiote réalisés chez un individu ne valent rien. On est incapable de savoir ce qu'est un microbiote sain, puisqu'en fait, chaque patient a son propre microbiote et chaque patient a sa propre dysbiose. Donc, on a voulu alerter avec quelques-uns de mes collègues sur l'extension de ces tests microbiotes qui sont proposés et qui font finalement ne rendent pas, absolument pas service, hein, aux patients. Et on a eu l'occasion de faire une alerte, une petite tribune dans Le Monde en 2023. Alors après, si on revient en médecine, à la vraie médecine basée sur la science, il y a en fait, est-ce qu'on a les idées claires à l'heure actuelle en médecine sur l'implication du microbiote? On a envie de dire que il y a une discipline, mais on se doute pourquoi, pour laquelle les données sont les plus avancées, c'est la gastroentérologie. Effectivement, les gastroentérologues, de par leur organe d'intérêt, se sont été les premiers à s'emparer de cette nouvelle entité en médecine, le microbiote intestinal, avec des travaux très intéressants qui ont notamment porté sur les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, comme la maladie de Crohn, hein. On appelle ça les MICI. Et il y a eu des grands travaux, notamment de la part de Harry Sokol, qui ont permis de mettre en évidence que des patients qui souffraient de ces pathologies-là avaient en fait une bactérie en moins. On peut l'appeler plus simplement le F-Pro, mais son nom complet, c'est Faecalibacterium prausnitzii, à vos souhaits. Et en fait, cette bactérie, elle a des capacités extrêmement intéressantes puisqu'elle va produire des acides gras chaîne courte et elle va produire également des molécules qui ont montré des activités anti-inflammatoires. Donc, du coup, on comprend très bien que chez les patients qui ont perdu cette espèce bactérienne, eh bien, ils sont beaucoup plus sujets à avoir une muqueuse inflammée puisqu'en fait, la bactérie anti-inflammatoire n'est plus là. Donc, c'est vrai qu'en gastroentérologie, on a des données extrêmement sérieuses qui nous donnent en plus envie d'aller plus loin avec des pistes thérapeutiques et j'y reviens juste après. En ce qui concerne les autres spécialités, mais vous pourrez me poser des questions sur des points précis, j'ai pas le temps de tout aborder en une demi-heure. On a des pistes très intéressantes, que ce soit en rhumatologie, dermatologie, mais on a encore beaucoup de pistes qui restent à confirmer. On a en fait beaucoup de corrélations, mais comme vous le savez très bien, corrélation ne veut pas dire causalité. Alors, un sujet sur lequel, quand même, je voulais donner une ouverture, parce que je pense que c'est une des thématiques qui est en train de révolutionner beaucoup de choses dans le domaine de la psychiatrie. C'est vrai que moi, il y a quelques années, en choisissant l'option microbiologie, je ne pensais pas avoir beaucoup de choses à raconter avec mes collègues psychiatres. Mais il se trouve qu'à travers l'axe intestin-cerveau, on voit qu'en fait, ces bactéries qui sont intestinales, elles produisent des molécules neuroactives qui vont probablement expliquer, ou en tout cas qui sont impliquées dans de nombreuses maladies, que ce soit en neuropsychiatrie, dépression, schizophrénie, dans les troubles du comportement alimentaire, dans l'autisme, mais également dans les maladies neurodégénératives. C'est vrai que nos collègues neurologues aussi s'intéressent de très près au microbiote intestinal, et ça s'explique toujours à travers les métabolites, puisque certains métabolites sont neurotransmetteurs des métabolites bactériens. Et par exemple, la sérotonine, eh bien, c'est un neurotransmetteur qui est produit à 95% dans l'intestin. Et en fait, l'intestin est relié au système nerveux central par ce grand nerf qu'on appelle le nerf vague. Et donc, on explique ainsi très bien l'axe intestin-cerveau. Et donc, à l'heure actuelle, on a des travaux très intéressants, notamment sur la dépression, qui est une maladie qui touche 264 millions de personnes dans le monde. Donc là, sur cette iconographie qui a été préparée par l'INSERM, ça peut laisser à penser qu'on a déjà
tout compris chez l'humain, c'est pas tout à fait vrai, puisque à l'heure actuelle, les données que l'on a sont essentiellement vérifiées chez la souris, mais ça reste néanmoins des pistes très intéressantes. En fait, on a observé que des souris qui étaient soumises à des antibiothérapies large spectre, eh bien, commençaient à avoir un comportement un peu typique de la dépression, elles se mettent à part dans les cages. Et en fait, on a commencé à expliquer les choses à travers le fait que l'antibiothérapie provoquait une dysbiose et qu'on allait perdre des bactéries qui étaient capables de synthétiser des cannabinoïdes endogènes, donc des molécules lipophiles qui vont passer facilement dans l'encéphale et agir sur des récepteurs qui agissent en fait sur l'humeur. Et donc, en l'absence de ces bonnes bactéries, on explique ainsi le mécanisme de la dépression. Alors, fort de ça, on a envie de se dire quels sont les facteurs qui vont jouer sur le microbiote, quels sont les principaux paramètres qui vont conditionner le microbiote. Donc, un paramètre sur lequel je passerai assez vite, c'est le paramètre génétique. Il y a des liens, mais ce n'est pas forcément le lien le plus fort, ce n'est pas forcément le facteur qui agit le plus sur le microbiote. Alors, juste pour l'anecdote, on voit aussi que le microbiote pourrait agir comme un facteur épigénétique sur le génome humain. On a bien sûr, et ça c'est le principal facteur, ce sont les principaux facteurs, c'est tous les facteurs environnementaux que l'on regroupe sous l'appellation exposome, qui est en fait un concept qui vise à faire la somme de tous les facteurs environnementaux depuis la vie in utero jusqu'au décès. Donc vous voyez, quand on veut faire des études, c'est impossible d'avoir la somme en fait de ces facteurs environnementaux, mais on essaye de les décrypter un par un. Et donc, dans les principaux facteurs qui vont agir sur la composition du microbiote, il y a la voie de naissance, vaginale versus césarienne, les médicaments. Bien sûr, on pense aux antibiotiques, mais en fait, on a à l'heure actuelle des données qui montrent que 20% des médicaments les plus courants vont agir comme perturbateurs sur le microbiote. L'alimentation, effectivement, et j'y reviens juste après, et le mode de vie, donc mode de vie, ville-campagne, sédentaire versus sportif. Donc ça, l'environnement, c'est les facteurs majeurs d'implication dans le microbiote. Et puis, bien sûr, les pathologies, évidemment, les pathologies, elles aussi, vont avoir un impact sur le microbiote. Alors, un exemple d'effet perturbateur auquel on pense tout de suite, c'est les antibiotiques, hein. Ce sont par essence même des molécules antibactériennes, antimicrobiotes. Et juste pour vous montrer que sur ce graphique, on voit très bien, en fait, on a suivi la diversité du microbiote de sujets qui étaient sains, à qui on a donné des antibiotiques, donc c'était des volontaires sains. Et on voit très bien que très rapidement, hein, dès le 4e jour, quand on fait une antibiothérapie large spectre, on a une diminution de la diversité, de la richesse du microbiote. Et donc, ce qu'on voit après, c'est qu'il y a une certaine résilience une fois qu'on arrête de donner des antibiotiques. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que la résilience n'est pas parfaite. Et donc, même après, longtemps après, 180 jours après l'administration de la dose antibiotique, on voit que le microbiote reste perturbé. Et on voit ici qu'il y a une différence statistiquement significative entre le début et la fin. Donc ça, c'est vraiment des expériences qui montrent que les antibiotiques sont très importants. Et à l'heure actuelle, mais je vois que l'heure tourne, je n'ai pas le temps de vraiment vous développer ça, mais on pourra y revenir encore une fois. Il y a des hypothèses très sérieuses qui disent que finalement, l'arrivée des antibiotiques est signée dans nos populations modernes avec la disparition de pans entiers de la biodiversité intestinale. Et on parle à l'heure actuelle de missing microbes. Alors, dans l'impact du microbiote, il y a bien sûr les antibiotiques, ça c'est la caricature, mais il y a également un impact majeur de la nutrition et on a des données suffisamment sérieuses pour dire maintenant que la malbouffe, ce qu'on appelle le Western Diet, est absolument délétère sur la biodiversité intestinale. On a des très grands travaux qui montrent, quand on compare les cueilleurs-chasseurs avec des populations occidentales, que dans les populations occidentales, eh bien, il y a une perte de la biodiversité et notamment des bifidobactériums qui sont des bactéries très intéressantes, très probiotiques qui disparaissent de nos populations qui sont en voie de westernisation, c'est-à-dire de perte de biodiversité intestinale. Donc, dernier volet, pour terminer, je crois qu'il me reste à peu près 5 minutes.
Une fois qu'on a constaté qu'il y a une dysbiose et qu'on a expliqué, alors pas toujours, hein, bien sûr, quand on est en médecine, on va avoir envie de corriger cette dysbiose pour un retour à l'équilibre. Alors là, sur cette figure, vous voyez toutes les pistes à l'heure actuelle qui sont en cours d'étude pour essayer de revenir à ce qu'on appelle la normobiose, ou on parle aussi de biose. Alors, je n'ai pas le temps évidemment de vous en parler de toutes ces pistes. On peut faire l'analogie avec la pelouse qui serait traitée et puis qu'on essaierait soit de replanter, soit d'enrichir, ou soit carrément qu'on changerait totalement. Donc, c'est finalement un petit peu, je trouve, cette analogie elle vaut assez bien avec les différentes pistes qui sont à l'heure actuelle, explorées. Première piste, c'est la nutrition. Et donc, comme vous le savez certainement, le régime méditerranéen, il est clairement démontré comme favorisant les bonnes bactéries. Ça s'explique tout simplement parce qu'en fait, les bactéries qui produisent des acides gras chaîne courte, qui sont des métabolites essentiels dans notre bonne santé, notamment grâce à leur effet modulateur, eh bien, ces bactéries-là, elles vont être favorisées par une alimentation riche en fibres. C'est pour ça qu'on nous dit manger des fibres. Et donc, vous voyez, à l'heure actuelle, dans les maladies auto-immunes comme la polyarthrite rhumatoïde, les rhumatologues vont prescrire en première intention pour ralentir la maladie. Ils vont prescrire finalement un régime méditerranéen. Donc, c'est déjà rentré dans les prescriptions des médicaments et certaines sociétés, des médecins, pardon, et certaines sociétés savantes le préconisent. Deuxième, ça je vais passer, deuxième voie. D'abord, là, c'est une voie beaucoup plus radicale, c'est qu'au lieu d'agir sur la nutrition, on va se dire, on va carrément donner un nouveau microbiote. Donc, notre inconscient, la microbiothérapie, on peut l'imaginer comme ça, une gélule avec des bactéries. En pratique, c'est plutôt ça, c'est-à-dire des seringues qui contiennent du caca qu'on a solubilisé et qu'on a en fait homogénéisé et qu'on introduit soit par voie colonoscopie, soit par une sonde naso-jejunale. Donc c'est beaucoup moins glamour, mais en pratique, c'est comme ça qu'on a commencé. Et pourquoi est-ce qu'on a eu le droit de faire ça dans les hôpitaux? Parce qu'en fait, l'ANSM, l'Agence de sécurité du médicament au niveau national, dès 2015, a octroyé le statut de médicament à la greffe fécale, ce qui a autorisé finalement les pharmacies à usage intérieur des hôpitaux à proposer la greffe de caca. Donc, vous voyez, à Brest, on s'y est mis dès 2016, ce qui a donné lieu à quelques titres. Les journalistes font leur miel de ça, hein, du caca qui guérit, mais c'est exactement ça. Alors ça, je vais passer, mais à l'heure actuelle, on guérit donc avec du caca, mais il y a une seule indication qui est validée grâce à des essais randomisés contrôlés, c'est la diarrhée récidivante due à une bactérie qui s'appelle le Clostridioides difficile, qui est une bactérie très difficile à traiter. Et à l'heure actuelle, on a des résultats absolument exceptionnels avec la greffe de caca. Et donc, vous voyez, on a plein d'autres pathologies qui font le jeu à l'heure actuelle d'essais cliniques dans lequel on évalue l'intérêt du transfert de sel d'un sujet sain à un sujet pathologique. Donc ça, c'était il y a quelques années. Et puis, bah, c'est vrai que c'est quand même pas très ragoûtant. On a aussi la problématique de savoir qu'est-ce qu'on greffe. Alors, on vérifie qu'il n'y a pas de pathogène, mais en gros, on greffe beaucoup de bactéries dont on ne connaît absolument pas l'impact. Et donc, à l'heure actuelle, on a un développement d'une nouvelle ingénierie qu'on appelle l'ingénierie du microbiote, qui consiste finalement à isoler les bactéries d'intérêt et à les mettre là pour le coup dans des gélules et à les valider dans des essais randomisés contrôlés. Et on a déjà de la bactériothérapie qui est proposée toujours dans l'indication des diarrhées récidivantes à Clostridioides difficiles. Et donc ça, c'est vraiment le futur, je pense, pour beaucoup de pathologies. Alors, un petit mot sur les probiotiques, mais je vois que l'heure est déjà bien dépassée, donc je vais juste vous dire que les probiotiques, en gros, on a des données très intéressantes, on a des données qui peuvent aussi faire peur, et au final, ce qu'il faut dire avant de dire ça marche pas, c'est déjà définir de quoi on parle, de quel probiotique, quelle souche bactérienne, quelle est l'indication, et voir s'il y a des essais cliniques randomisés contrôlés. Donc finalement, les probiotiques à l'heure actuelle, il faut essayer d'avoir la même démarche qu'on aurait pour n'importe quel autre médicament, puisque ce sont des bactéries médicaments.
Donc en conclusion, eh bien, le microbiote, c'est un challenge pour nous microbiologistes du fait qu'on a une énorme complexité, mais en même temps, c'est très, très enthousiasmant avec toutes les potentialités, que ce soit physiopathologique, diagnostic, pronostic, voire thérapeutique. Et donc en médecine, donc, globalement, moi je le présente comme ça souvent à mes étudiants, c'est finalement un nouvel organe à soigner, puisque c'est un organe, il y a une anatomie, on peut parler d'une structure, maintenant on a des métriques pour mesurer précisément le microbiote. Ça assure des fonctions, tout comme le ferait un organe. Et puis, c'est de temps en temps, c'est malade, tout comme un organe. Donc, finalement, c'est aussi derrière ça une nouvelle entité dont doit s'emparer la médecine. Avec derrière ça, on va vers la médecine de précision, c'est-à-dire une médecine, on parle aussi de médecine des 4 P pour personnaliser, préventive, prédictive et participative, en particulier via les régimes alimentaires. Donc, pour terminer, je promets, c'est que je vous ai parlé du microbiote intestinal. On parle tout le temps du microbiote, le microbiote, mais en fait, on devrait parler des microbiotes, puisqu'en fait, à chaque organe, on a un microbiote particulier. Donc, vous voyez, on a un terrain de jeu énorme en termes de recherche et de sciences en médecine dans le domaine de la microbiologie. Donc, merci pour votre attention. Je suis désolée, j'ai peut-être un petit peu dépassé le temps. Mais je pense qu'il nous reste quand même un petit peu de temps si vous avez des questions. Oui, merci beaucoup, c'était hyper intéressant. Et je vois qu'on a déjà des questions qui arrivent. Merci, c'était passionnant. Ça donne envie de recommencer en zoomant sur un sujet plus précis. Mm. On Oui. voit que ça a ouvert plein de portes. S'il y a des sujets que vous aimeriez qu'on demande à Geneviève de traiter à l'avenir, demandez-nous dans le chat. On verra si elle peut si elle peut le faire dans un futur mercredi des sciences, l'année prochaine, par exemple, ou plus tard. On verra. Mm. Mais c'est vrai que ça a ouvert plein de portes et on sent Oui, bien oui, que c'est vrai que j'ai eu l'impression Mais, d'effleurer beaucoup. Je suis désolée. bah En oui, même non, mais temps, c'était super. Non, je- ça donne envie d'aller plus loin. Mais merci pour la performance parce qu'on se rend compte qu'en fait, il y a tellement de choses à dire que ça. oui, Mais, oui, alors je me suis un peu auto-piégée parce que je voulais vous raconter tellement de choses. ouais, ouais, bah justement, on essayera de voir comment on peut en parler quand même une prochaine fois. On prend une première question. Euh, Ouais, Tiens, par exemple, y- une question d'une certaine Edith qui demande si un changement de régime alimentaire, par exemple un passage drastique à un régime végétarien, peut faire changer d'entérotype. Alors, Ou alors est-ce que les modifications du microbiote engendrées ont toujours lieu au sein de notre entérotype de départ? c'est une très bonne question. Alors, c'est vrai qu'en fait, l'entérotype, j'ai pas le temps de le dire, mais on y revient beaucoup parce qu'en fait, c'est vrai que c'est une façon qui nous sert surtout, nous, en recherche pour comparer des groupes de patients. Mais en fait, c'est extrêmement caricatural et en fait, on se rend compte que il y a tout un, en fait, c'est plutôt un continuum hein, entre les différents entérotypes. Donc après, tout dépend de la situation dans laquelle on part. C'est-à-dire, soit on part d'un microbiote ultra dysbiotique où on a par exemple une prolifération d'une entérobactérie. Donc là, voilà, avec peut-être aussi des manifestations déjà, hein, voilà, quand il y a une énorme dysbiose avec une espèce qui prend le pas, bah, par exemple, l'exemple, je vous ai parlé des diarrhées à Clostridioides difficiles, c'est vraiment ça, hein. Donc là, quand on insuffle, enfin quand on fait la greffe, la transplantation, le transfert de microbiote fécal, là, clairement, on a un changement d'entérotype. Après, sur un simple régime alimentaire, on va pas forcément changer d'entérotype, mais par contre, ça, on peut quand même améliorer le fonctionnement de son microbiote intestinal. Donc, en fait, il n'y a pas forcément un entérotype favorable et un entérotype défavorable. C'est beaucoup plus subtil que ça. Mais alors, c'est vrai que je vous ai présenté Trump et le Yanomami. On avait envie de se dire qu'on préférait être du côté du Yanomami, mais il y a probablement des entérotypes on va dire, Western-like ou Western diet-like, qui sont pas si mauvais que ça. Et en fait, c'est de là aussi où je voulais revenir sur les tests microbiotes. C'est-à-dire que ce qui est vrai pour un individu A, ce qui serait bon pour un individu A, n'est pas forcément... Vous prenez un bon microbiote chez un individu A, vous prenez ce microbiote qui est formidable chez l'individu A, vous le mettez chez l'individu B, bah, c'est pas forcément la panacée chez l'individu B. Parce qu'en fait, finalement, c'est quoi la physiologie? C'est aussi toute l'interaction. Ça se joue entre l'interaction. Et donc, finalement,
C'est de là où on a beaucoup de difficultés à définir qu'est-ce que c'est qu'un microbiote sain, parce qu'en fait, d'une personne à l'autre, on change les choses. Donc c'est pareil pour les entérotypes, en fait. C'est un En peu revanche, comme ce qui une est greffe sûr, c'est que d'organes, quoi, manger des finalement. fibres, voilà. Comment? Mm. C'est un peu comme Je une vous ai greffe pas. d'or... C'est un petit peu comme une greffe d'organes, en fait. Une greffe Oui, alors d'organes. à ce près que- alors la notion de greffe, c'est vrai qu'au début on parlait beaucoup de greffe fécale et plus ça va, plus on va vers une notion plutôt de transfert de microbiote. Dans une greffe d'organes, effectivement, vous gardez la totalité des cellules de votre donneur. Et ça, c'est immuable, c'est-à-dire que voilà. Alors que dans le transfert de microbiote fécal, en fait, on se rend compte, quand on a suivi les patients qui ont été greffés, on se rend compte qu'ils se réapproprient ce nouvel organe et ils en font à nouveau finalement. Donc, en fait, c'est quelque chose de très plastique, le microbiote, et il va évoluer aussi en fonction de son environnement. Donc, vous changez de muqueuse intestinale, vous changez d'interaction d'un individu A à un individu B, ben, lui-même, il va évoluer. Donc, c'est pas tout à fait comme une greffe. Mais par contre, c'est vrai on va surtout greffer des nouvelles fonctions. Et c'est ça qui est intéressant dans la greffe fécale. Et c'est pour ça que chez un individu qui a un intestin extrêmement dysbiotique, un microbiote très dysbiotique réduit à quasiment plus rien, si ce n'est une prolifération de cette bactérie qui produit des toxines et donc qui donne des diarrhées, eh bien finalement on se rend compte que quel que soit le microbiote qu'on lui greffe, quasiment, ça va fonctionner parce qu'en le fait on lui redonne toutes ses fonctions. On a une question de Barbara. On entend différents retours sur l'intérêt des pré et ou des probiotiques et est-ce qu'ils sont efficaces ou non. Certains médecins en prescrivent, d'autres ne le pensent pas utile. Et moi, j'ajouterais une question que je me posais, c'est est-ce qu'on peut imaginer un jour que la médecine générale apprenne à gérer également le microbiote ou il faudra sans doute passer toujours par le milieu hospitalier et des spécialistes? Non, je pense que pour que ça fonctionne et pour qu'on en fasse une médecine vraiment qui fonctionne, il faut que ça passe par le médecin généraliste. Donc on commence modestement sur les bancs de la fac. Maintenant, on leur parle de plus en plus de microbiote. Mais par contre, un médecin généraliste, il a besoin d'avoir des choses très claires. Et à l'heure actuelle, on est encore dans cette phase de découverte et de... Donc, par contre, c'est vrai que le généraliste, il a la possibilité de prescrire des probiotiques. Alors j'ai l'impression, c'est pour ça que j'avais mis une diapo, mais je suis désolée, je suis passée un petit peu vite. Mais on a l'impression qu'il y a des camps qui sont pour les probiotiques, d'autres qui sont contre les probiotiques. Je trouve que c'est vraiment pas bien posé la question. C'est-à-dire que en fait, c'est quel probiotique, quelle souche, pour quelle pathologie, Donc, quelle indication. indication. Comme pour, on ferait pour un n'importe quel médicament, c'est quand on a un mal de tête, on va pas, on va voir le médecin, il va pas vous dire bah, prenez un médicament. Non, il va vous dire prenez du paracétamol. Bah, en fait, c'est exactement la même chose pour des maladies. Il faut qu'on soit capable de dire bah, pour telle pathologie, c'est intéressant parce que ça a été prouvé dans des essais cliniques randomisés contrôlés que dans cette pathologie, telle souche bactérienne ou telle souche de levure, parce qu'il y a aussi le levure, eh bien ça fonctionne bien. Donc à l'heure actuelle, on a des données, par exemple, sur les diarrhées. On sait que la bonne vieille levure Saccharomyces boulardii, c'est prouvé par des essais cliniques, ça fonctionne très bien dans les diarrhées de l'enfant. Par contre, on a tout un tas de probiotiques qui sont pour lesquels on n'a aucune preuve d'efficacité. J'ai pas le temps de le montrer, mais on a même des données qui montrent que ça pourrait parfois faire plus de mal que de bien. D'où l'importance d'aller à l'essai clinique et donc pour que après le médecin généraliste s'empare de ces nouveaux médicaments, parce qu'il y a quand même des choses très intéressantes. Valérie demandait en quoi l'activité Oui, physique peut améliorer notre microbiote. Ah oui, alors l'activité physique, ça c'est vrai qu'il y a des données intéressantes chez les sportifs de haut niveau. Et en fait, on se rend compte que le sport à très haut niveau, en fait, c'est pas bon pour le microbiote parce qu'en fait, ça va provoquer une inflammation. Le fait de tout le temps, entre guillemets, tirer sur la machine, ça va se voir aussi au niveau intestinal avec une muqueuse très inflammatoire. Et cette muqueuse inflammatoire va provoquer de la dysbiose intestinale qui, elle aussi, va réentretenir cette inflammation au niveau de la muqueuse. On sait bien quand on suit le Tour de France, par exemple,
on voit bien que les cyclistes ont souvent, je ne sais plus comment ils appellent ça dans leur jargon, mais des fois ils sont obligés de s'arrêter pour poser culotte parce ils ont en fait des diarrhées ou ils ont des, et en fait c'est probablement, alors aussi parce qu'ils ont une drôle d'alimentation, mais également parce qu'en fait le sport à haut niveau, eh bien ça, c'est un facteur dysbiotique. En revanche, ce qu'on montre très bien, c'est qu'une légère activité physique, eh bien, ça permet d'entretenir un microbiote, la biodiversité. Alors après, à ma connaissance, je ne crois pas que le mécanisme physiologique de ça a été expliqué. Mais par contre, c'est très bien démontré. On a une question d'André qui demande si on a davantage d'éléments sur les liens entre le microbiote et les troubles du spectre autistique. Oui, alors C'est là, c'est un point qui est assez controversé, me semble-t-il, qui a été alors, sujet à des polémiques. alors, en fait, il y a des données, comme toujours, on commence par le modèle animal, souvent le modèle murin. Beaucoup d'études du microbiote ont trouvé des choses absolument géniales chez la souris. Et puis quand on passe chez l'homme, ben, ça fait pchit. Parce qu'en fait, déjà, le microbiote murin est différent du microbiote humain. Donc, on essaye d'humaniser les souris, c'est-à-dire qu'on leur enlève leur microbiote, on met des microbiotes humains. Donc, tout ça, c'est des choses intéressantes, mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de déceptions, notamment là, l'exemple type, c'était sur l'obésité. On s'était amusé à jouer sur des transplantations de microbiote de souris qui étaient fat, en leur donnant du microbiote d'une souris toute fine, et la souris, du coup, perdait du poids. Donc, on s'est dit, bah, c'est super, on va pouvoir régler l'obésité comme ça. Et en fait, chez l'homme, on s'est rendu compte que ça marchait pas. Donc c'est vrai que pour en revenir à la question sur le spectre, les troubles autistiques, il y a des données très intéressantes, scientifiques, issues de modèles animaux. On a aussi des corrélations sur des cohortes d'enfants atteints d'autisme où on voit qu'en fait il y a une dysbiose intestinale quand on les compare à des enfants du même âge, du même sexe et qui ne souffrent pas d'autisme. Donc après, c'est toujours compliqué, c'est toujours la question de l'œuf et de la poule. Est-ce que c'est parce que ces Donc des enfants, corrélations, c'est des corrélations de c'est des qualité. corrélations, ils se nourrissent différemment. Donc, comme ça passe beaucoup aussi par l'alimentation. Donc, pour l'instant, c'est des corrélations. Euh, Actuellement, on a des essais cliniques où justement on va tester la capacité à, pas régler, mais en tout cas moduler le syndrome autistique avec de la transplantation de microbiote fécal ou même à travers des régimes très particuliers. Donc tout ça, ça demande, donc c'est des pistes très intéressantes et ça demande encore un peu de patience. Il faut attendre que les essais cliniques voilà, nous donnent leurs résultats. C'est Ce qui est vraiment le intéressant, c'est que ça rappelle qu'il faut que la souris, de la souris aux humains, il y a un Mm. À pas. de la souris à l'homme, des souris et des hommes, hein, selon C'est une longue histoire. il y a une Faut- longue histoire. Et c'est vrai que bon, les petites souris, on essaye de faire de moins en moins d'expérimentations animales, mais ça reste quand même ça fournit des données supérieures à ce qu'on aurait in vitro. Mais il faut toujours garder ça en tête que voilà, les choses sont beaucoup plus complexes. Et puis d'un animal à l'autre, eh bien, on a des microbiotes complètement différents. Moi, je travaille beaucoup, par exemple, sur le microbiote pulmonaire. Ben, les poumons des souris sont pleins de lactobacilles, alors que le microbiote pulmonaire humain, absolument pas. Donc voilà, c'est juste un exemple un peu caricatural, mais qui montre très bien que les conclusions que l'on tire à la part des animaux, faut essayer de voilà, garder toujours ça en tête, sans vouloir aller trop vite. Mais c'est normal, on a envie de progresser, hein. On a Euh, pardon. on a une question d'Olivier sur le lien entre stress et perturbation du microbiote. Et ça, c'est un peu dans la continuité de ce que vous disiez sur la poule et l'œuf, parce que j'ai l'impression, à travers ce que vous dites, qu'on ne sait pas exactement si c'est le stress qui engendre la perturbation du microbiote ou l'inverse. Et Ouais. enfin, Alors c'est probablement dans les deux sens, mais par contre on montre très bien, ça pour le coup c'est montré le mécanisme, que le stress en fait va engendrer de l'adrénaline
Et en fait, l'adrénaline va directement avoir un retentissement sur le microbiote intestinal et provoquer de la dysbiose intestinale. Et d'ailleurs, on l'a tous ressenti hein, sur un gros stress. Souvent, bah voilà, il y a des diarrhées qui sont induites par le stress. Et donc c'est bien expliqué. Et chez l'animal, alors c'est un petit peu pervers, hein, mais il y a des équipes qui ont pris des souris qu'ils ont soumis à un énorme stress. Et en fait, on voyait que ça provoquait de la dysbiose intestinale aussi. Donc, on arrive en fait à mesurer directement l'effet du stress sur la dysbiose intestinale. Et donc ça, à l'heure actuelle, c'est quand même bien démontré. Jean-Sébastien nous demande si avec les élèves, il vaut mieux parler de microbes ou de micro-organismes. Y a-t-il une préférence? Ah oui, c'est une bonne question. Alors, c'est vrai que microbe, c'est l'appellation du 19e siècle qui est un petit peu dans le jargon courant. Euh, alors, micro-organisme, c'est un petit peu plus scientifique que microbe. Est-ce que ça désigne exactement la même chose? Oui, a Oui, ça priori. désigne la même Oui. chose. Alors après, mes collègues parasitologues, mycologues vont me dire que, ils ont des parasites qui font plusieurs mètres. Donc l'appellation micro-organisme, ça ne va C'est bien pas. les Oui, microbes. Voilà. c'est pas le cas. Donc, non, après, moi, j'utilise plus micro-organisme, on va dire, quand j'ai un discours plus scientifique, quoi. Ouais. Mais a priori, si on est avec je sais pas, des Les sixième, septième, collégiens, ouais. Ah des oui, des collégiens, collégiens. Enfin, moi, le terme microbe ne microbes me et... choque pas. C'est toujours. Alors, c'est vrai que De peut-être le qu'avec définir. la notion de microbe, on a une notion péjorative. Oui, c'est ça. J'ai Ouais. voulu un peu Il y a plus de contrebalancer dans travail mon peut-être à faire. bouquin, mais alors que micro-organisme, c'est tout de suite, c'est beaucoup plus neutre. Mhm. Alors que microbe, hein, c'est un peu dans notre inconscient, enfin, c'est un peu toute l'histoire, notre civilisation. Microbe, on a encore cette notion un peu de terme péjoratif. Donc, micro-organisme, c'est peut-être plus neutre comme terme. Mhm. Mais bon, moi, si on parle de microbe, ça me va très bien, hein. Pour Oui. la On a une diffusion... question de Pardon. Sylviane. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé, Samuel. Qui demande, donc c'est en lien avec la diapo sur l'effet du microbiote sur les cannabinoïdes, comment ils arrivent au cerveau? Par voie sanguine ou par voie nerveuse? Et par voie sanguine, là, pour le Par coup, voie je crois que c'est sanguine? des molécules lipophiles qui vont facilement passer dans la circulation sanguine. Et comme toutes les molécules lipophiles, c'est des molécules qui vont très bien diffuser. Mais du coup, elle diffuse un peu partout. C'est-à-dire que... Ou alors, il y a des récepteurs Oui, mais spécifiques. en fait, les récepteurs sont au niveau du Ah oui, système d'accord. nerveux Ouais, c'est ça. central. Mm. Ouais, d'accord. Et elle passe la barrière hémato-encéphalique. Enfin, Ouais, 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 ok, mm, avec le sang, quoi. Ok. ouais. Mais là, du coup, ça veut dire que l'intestin envoie dans le corps des substances pour qu'il se sente bien. Enfin, quelque part. Oui, aussi. Ah ben oui, oui, mais oui, il y a énormément de substances qui sont synthétisées par l'intestin et qui passent dans le corps, hein. Mm. Mm. Ça donne envie de bien manger quand même. Ah, ça donne envie de bien manger. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai. Parce que le simple fait de bien manger fait qu'on se sent bien. Mais après, il y a certaines bactéries même qui donnent la sensation de satiété. Et donc probablement qu'on n'est pas tous égaux non plus parce que devant la faim, tout simplement, parce qu'on n'a pas les mêmes bactéries. Donc en fait, on commence aussi à expliquer les troubles du comportement alimentaire à travers aussi le microbiote. Donc là aussi, il y a des pistes très intéressantes, hein. Est-ce qu'on peut recruter de façon significative, je ne parle pas des probiotiques, hein, recruter de façon significative des nouvelles espèces bactériennes qui vont apporter des nouvelles fonctions et, par exemple nous faire échapper à une pathologie ou au contraire nous provoquer une pathologie chronique? Ouais, ben, c'est un petit peu. Oui, alors oui, c'est un petit peu ce on essaye de faire avec les probiotiques, mais alors après, c'est les nouvelles espèces. Oui, pourquoi pas? Je pense que avec certains aliments, on peut s'enrichir probablement de nouvelles Il espèces. faut en Mais manger après, il faut que régulièrement parce qu'il y a de la compétition. Enfin, alors après, c'est ça, c'est est-ce qu'elle va coloniser durablement ou est-ce qu'on doit sans cesse reprendre l'aliment pour à chaque fois bénéficier de cette nouvelle bactérie? Là, c'est des questions extrêmement complexes auxquelles je ne sais pas répondre. Même pour les probiotiques, en fait, on ne sait pas trop. C'est-à-dire que on dit bah, il faut en prendre tous les jours, mais est-ce que les probiotiques vont directement dans les toilettes ou est-ce que certaines bactéries vont vraiment s'implanter sur la muqueuse?
Je pense qu'en fait, là, il n'y a pas de réponse vraiment universelle à ça. Je pense que c'est très personnel. Mm. D'où la complexité du truc, quoi. Ouais, ouais, bah Autant oui. un médicament, Faudrait globalement, une molécule médecine par chimique, personne. Ouais. et globalement, il y a à peu près le même effet. Bon, il y a des variations, c'est le domaine de la pharmacologie, mais globalement, on sait. Alors qu'en fait, sur la bactériothérapie, au final, on ne sait pas trop, en fait. Probablement que il y a beaucoup plus de variabilité interindividuelle. On peut imaginer qu'une même bactérie ait des effets soit positifs, soit négatifs Oui, pour tout les à personnes. fait. Ah oui, oui, parce qu'en fait, les bactéries, c'est rarement noir et blanc. Il y a Mm. quelques grands pathogènes qui sont pathogènes dans 100% des cas. Je prends par exemple l'exemple de la tuberculose, les chlamydia trachomatis qui donnent des infections sexuellement transmissibles. Donc ça, mais en fait, c'est une minorité. La plupart des bactéries, Ont un même double dites visage. entre guillemets pathogènes, on va parler plutôt maintenant de pathobiontes. C'est vrai que j'aurais dû introduire cette notion de pathobiontes, c'est-à-dire que c'est des bactéries qui sont en quantité, qui sont pas dominantes dans un microbiote. Quand elles sont en petite quantité, bah, finalement, elles passent un peu inaperçues. Peut-être même qu'elles remplissent des fonctions intéressantes. Et puis, pour une raison ou pour une autre, elles vont commencer à prendre la domination sur le microbiote. Et là, elles deviennent pathogènes. Donc, en fait, le pouvoir pathogène d'une bactérie est vraiment conditionné par son environnement. Et c'est pour ça que nous, au quotidien, à l'hôpital, quand on fait du diagnostic microbiologique, c'est rare que, on donne un résultat. Alors si, on donne un résultat noir et blanc, mais souvent, on accompagne ça d'une discussion avec le clinicien pour connaître le contexte du patient. Est-il immunodéprimé? A-t-il telle ou telle pathologie? Et en fait, on interprète le pouvoir pathogène de la bactérie aussi en fonction de son hôte. Mm. C'est pour ça que les tests individuels fondés sur le microbiote dénué de tout contexte n'ont aucune valeur scientifique, c'est ça, Aucune j'imagine. valeur scientifique, aucune valeur. Avec mon groupe de collègues, on a un groupe de travail au niveau français, on s'est amusé à faire un petit test. En fait, on avait récupéré des selles de patients qui étaient dans un service de cardio, un service cardiovasculaire. Et on a fait une espèce de mix de celles qu'on a envoyées à plein de sociétés, des startups qui vendent ça très cher, hein, parce que derrière, c'est du business, faut pas se leurrer. Mais également, et là, ça m'attriste énormément, des collègues de laboratoire de biologie, d'analyse médicale qui font des tests microbiotes. Heureusement, c'est pas remboursé par la Sécu, mais c'est quand même le patient qui paye ça. Donc, on a envoyé le même lot de caca à analyser. Et en fait, on a eu mais tout et son contraire. C'est-à-dire que d'une Oui, c'était pas start-up à adapté. l'autre, d'un labo à l'autre, Et le plus fort, c'est que quand même, il y a une société, je vais taire son nom, qui nous a dit que le patient avait un microbiote protecteur des maladies cardiovasculaires, sauf qu'en fait, Bien. les patients, ils venaient tous de faire un infarctus. Ah, C'est QFD, hein. C'est vraiment... Une bonne démonstration. Voilà. Et Et donc si ça, on on passe va le publier. Donc ça ne sert à rien en termes d'exploitation, mais c'est déjà même faux déjà au niveau de l'analyse. Enfin, Alors, les- alors maintenant, l'analyse, globalement, on a à peu près autant c'était pas le cas il y a quelques années, maintenant les choses sont bien D'accord. rationalisées, les séquenceurs, les pipelines bioinfo, globalement, C'est voilà. Mais juste par contre, là où ça change énormément, c'est l'interprétation. l'interprétation Et en fait, c'est l'interprétation où là, bon, c'est de la poésie, hein, mais c'est pas de la science. Et Euh, si on parle un peu des poumons, est-ce que vous avez quelques exemples de rôle du microbiote pulmonaire, Ah puisque c'est oui, votre oui, alors domaine? là, vous m'interrogez sur un domaine qui m'intéresse particulièrement, parce qu'avec mon Voilà, équipe, vos deux plus beaux exemples de fonction du rôle du microbiote dans les poumons. eh bien, alors un exemple, par exemple, dans une pathologie qui s'appelle la bronchopneumopathie chronique obstructive, on va parler de BPCO, qui est une maladie respiratoire chronique avec de l'inflammation, des infections, des exacerbations, qu'on voit beaucoup chez les patients qui sont fumeurs, mais pas que. En fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent de BPCO qui n'ont jamais fumé de leur vie, ni même eu du tabac passif, du tabagisme passif. Et en fait, on a des données qui montrent que quand on enrichit leur régime alimentaire en fibres, je parlais de la rhumatologie, mais maintenant en pneumologie aussi. Alors, c'est pas dans les sociétés savantes, mais il y a des données qui le montrent. Donc, on leur fait un régime enrichi en fibres, et bien on arrive en fait à freiner le développement de cette pathologie inflammatoire au niveau pulmonaire, simplement par un régime alimentaire. Donc là, ça illustre
très très bien finalement l'axe intestin-poumon, où on sait qu'il y a un dialogue fort entre le microbiote intestinal et la santé pulmonaire. Et le microbiote pulmonaire change? Et alors, le microbiote Oui, pulmonaire va changer aussi. c'est un des éléments du dialogue? Comment? C'est un des éléments du dialogue, ce changement de microbiote? Parce que Oui, la modification du microbiote intestinal induit une modification du microbiote pulmonaire? oui, et ça va changer beaucoup aussi, ça va changer aussi beaucoup l'immunité de la muqueuse pulmonaire. C'est-à-dire que les acides gras à chaîne courte qui sont produits au niveau intestinal passent dans la circulation lymphatique ou sanguine et vont agir sur par exemple, les macrophages ou les lymphocytes régulateurs, T régulateurs, au niveau de la muqueuse pulmonaire. Donc, il y a aussi un effet sur le système immunitaire local de la muqueuse respiratoire. Donc ça, c'est vrai que c'est des données qui donnent envie. Alors, les pneumologues, ils ont un peu de mal parce que le microbiote intestinal, c'est caca, et eux, ils font le poumon. Mais moi, j'essaye de leur dire, mais quand même, ne négligez pas le microbiote intestinal parce qu'il y a beaucoup de choses aussi à faire pour essayer de prévenir les maladies, au moins les ralentir. Et donc, je pourrais décliner cet exemple dans beaucoup d'autres pathologies, dans l'asthme, dans la mucoviscidose aussi, on travaille sur la muco, on a aussi des données très intéressantes de cet axe intestin-poumon. Mm. Il y a deux questions Mm. sur les césariennes. Ah Est-ce que oui. l'accouchement par césarienne entraîne certaines difficultés, digestion, allergie chez l'enfant par rapport à la voix basse? Et la deuxième question, c'est la pratique de tampon vaginal pour les mères enfants nés par césarienne est-elle courante et est-elle efficace? Ah, merci pour ces questions parce que j'avais prévu d'en parler puis j'étais un peu prise par le temps. Donc, alors, à l'heure actuelle, les données sont là, pour le coup, c'est contrôlé, recontrôlé dans plein de grandes études différentes. C'est que on sait que l'accouchement par voie basse permet en fait à l'enfant de se coloniser avec des bactéries qui sont bénéfiques, qui viennent du microbiote, notamment vaginal de la mère. Et donc, ces bactéries qu'on appelle pionnières pour l'intestin, elles sont déterminantes dans l'éducation du système immunitaire de l'enfant. Et donc, si l'enfant en est privé, parce qu'il est né par césarienne, eh bien, on voit un sur-risque de développement de maladies chroniques de type allergique. Ça, c'est très clairement montré à la fois par des grandes données épidémiaux, mais également par les données d'analyse du microbiote chez les enfants en comparant césarienne versus voie basse. Donc oui, très clairement, la césarienne c'est pas forcément le mode rêvé de naissance d'un point de vue microbiotique. Donc pour en arriver justement à la deuxième question posée par quelqu'un sur l'emploi des tampons, alors je suis pas certaine si qu'on parle de la même chose, c'est tampons vaginal chez l'enfant, c'est ça? Le vagin de la Bon, maman qu'on récupère et oui, qu'on met chez l'enfant, c'est bien j'imagine ça? que c'est ça. Oui, j'imagine que c'est Ouais. ça. Donc c'est ce qu'on appelle oui, effectivement le vaginal seeding. En fait, on réensemence un enfant qui aurait été privé des bactéries maternelles parce que né par césarienne et donc plutôt en contact avec des bactéries cutanées ou de l'environnement hospitalier. Ça, c'est pas bon du tout. Donc effectivement, là, il y a eu des grandes études. Et là, aux déceptions, en fait, on s'est rendu compte quand on suivait les enfants sur du long terme. Puis il y avait, en fait, le bénéfice n'était pas. Alors il y avait des études positives, des études négatives, mais au final, on s'est rendu compte que c'était pas si exceptionnel que ça de réensemencer avec le microbiote vaginal. Et en fait, la solution vient du microbiote intestinal, c'est que en fait, dans le scénario, on scénarise l'accouchement, on ne pense que microbiote vaginal, et en fait, on oublie complètement que pendant l'accouchement, l'enfant est aussi beaucoup en contact avec les bactéries intestinales. Et donc, en fait, dans les derniers essais qui sont actuellement en cours, on fait une sauce, une espèce de cocktail d'un Un drôle de cocktail type microbiote? où on mélange à chaque fois du microbiote vaginal et sécrétions vaginales de la maman et un peu de sel de la maman pour récupérer des bactéries très intéressantes intestinales qui ne sont pas au niveau vaginal et qui sont importantes en fait pour l'intestin de l'enfant. Donc, peut-être que dans quelques années, on aura enfin identifié les bactéries indispensables et qu'on en fera une vraie microbiothérapie. Mais probablement que le côté mère-enfant est très important aussi, parce qu'en fait, il y a une communauté du génome humain, et donc probablement que les bactéries de la maman
elles conviennent. C'est les meilleures en fait qu'il faut à l'enfant parce que déjà il y a, on va dire, le dialogue génome-microbiome qui est déjà, voilà, qui est déjà, ils se connaissent déjà quelque part, quoi. Ouais. Il est engagé in Et Euh, utero? chez les, pardon, que chez les, mais ça c'est intéressant que en fait on garde les bactéries de sa maman et ça a été montré que même à l'âge de 80 ans, on avait encore, je crois que c'est plus de 10%, enfin, ouais, plus de 15% même de nos bactéries intestinales qui nous viennent de notre mère, même à 80 balais. euh, Merci beaucoup, c'est fascinant et passionnant et je vois on a on a encore plein de questions, mais on n'a plus tellement de temps malheureusement. Il y a des personnes qui demandaient des références, qui avaient envie de creuser le sujet. Est-ce que vous Eh bien, auriez des références, vous en avez un petit peu cité, mais peut-être vous pourriez nous indiquer quelques sources intéressantes qu'on pourrait on peut après nous rappeler, renvoyer avec le replay. on peut rappeler Alors le j'ai livre mis, de Geneviève déjà. Oui. Il y a déjà Mm. votre livre oui, et bah, il y peut-être a mon livre. quelques revues récentes, peut-être, dans les grands journaux de recherche Et qui pour font la Oui, alors en fait, science, elles sont sur mon diaporama. J'ai fait à chaque fois normalement l'effort de mettre les références bibliographiques en bas à droite. Donc en référant aux grands journaux comme Nature, Science, essentiellement, qui sont des articles, en tout cas pour ceux qui datent un petit peu, mais qui sont toujours très intéressants, qui sont en accès libre, hein. Donc Ok, après, si jamais il y a des difficultés pour accéder à ces revues, on peut m'écrire et moi je vous envoie les articles. Sinon, il y a une revue, moi je participe à une revue qui s'appelle la Revue des microbiotes, qui est en accès libre, il faut s'inscrire. Et en fait, on fait 3 numéros par an et on fait toute l'actualité concernant les microbiotes. Donc, dans le comité éditorial, il y a des scientifiques, des médecins de différentes spécialités, des chercheurs. Et on essaye en fait de faire l'actualité en français de toutes les dernières données. et c'est super. accessible pour le grand public ou c'est quand même destiné aux Alors, spécialistes? c'est grand public. Non, je pense que pour des professeurs des SVT, je pense que c'est accessible, hein. Ouais. Alors, c'est Mais tourné un professeur médecine. de SVT qui voudrait avoir des documents pour ses élèves, par exemple, est-ce qu'on a des... Ah, alors il y a il y a il y a de l'iconographie qui est bien pour les élèves. Euh, après, je réfléchis en termes d'iconographie. Bah, après, il faut regarder les revues de presse qui sont faites par exemple, l'INSERM ou par Hmm. l'INRAE, où il y a souvent des documents très synthétiques, très bien documentés, avec de belles figures. Voilà. Et sinon, Merci ces microbes beaucoup. qui nous veulent du bien, de Oui, Geneviève sinon, il y a mon Verrier. bouquin. Alors, je me disais, il faudrait Ah oui, je Et fasse si- une mise à jour parce que ça va tellement vite dans ce Ah bah domaine-là. oui, c'est... Mais j'ai fait, là, oui. pour le coup, j'ai essayé de faire un bouquin grand public. Alors, malheureusement, il n'y a pas d'illustration. Mais voilà, Ah, c'est une référence incontournable. c'est gentil. Euh, Merci beaucoup. C'était vraiment super Merci beaucoup, Geneviève. enrichissant pour les profs de SVT. Du coup, c'est super. Merci Ça leur beaucoup. apporte énormément de choses. Et il y a plein de personnes qui vous remercient là dans la discussion. Merci beaucoup. Voilà, Vous n'avez Merci. perdu quasiment aucun auditeur pendant tout le voilà, webinaire, ce qui est tout le assez monde est rare. C'est resté resté. jusqu'à la fin. Voilà. Tout Les le monde est resté professeurs sont suspendu à vos attentifs, paroles. c'est bien. Bon, tout Merci le temps beaucoup, pour moi. Geneviève. Merci beaucoup. Ouais. Merci à vous. Au Merci, revoir. au revoir. Merci. Et donc, on vous enverra le replay dans environ une semaine. Et si jamais vous le recevez pas, vous le retrouverez bien sûr sur notre site et sur notre chaîne YouTube. Et puis, le diaporama, il sera dans les manuels numériques Max si vous voulez revoir toutes les diapos, y compris celles où on n'a pas eu beaucoup le temps Oui, je suis d'approfondir. désolée, je suis passée un peu Il vite n'y a sur pas ça. de souci. Il n'y a pas de souci. Merci encore pour votre présentation. Je vous en Merci, prie, au madame. revoir.